Actuellement, c'est Katema Massi Draman Ouattara. Les planteurs de cacao sont en grève contre Adol le Puissant. Donc, les gars, sans pita, je vous laisse regarder la vidéo. Veuillez liker, commenter, si vous partagez la vidéo, comme d'habitude. On ensemble, ciao. D'accord, donc là où ça sert à fabriquer du chocolat. Le chocolat en Côte d'Ivoire pour l'exporter dans le monde entier, ça n'est pas tenable. Ce n'est pas une malédiction. C'est produit que le pauvre. Bon, alors. Attendez. Je veux dire qu'il y a madame. Non, voilà, c'est son exclusivité, madame Marine Le Pen en tout cas. Madame Marine Le Pen en tout cas arrive sur le stand de la Côte d'Ivoire. Donc je vais vous faire vivre ça quand même, Carline. C'est une excuse la bonne à Carline. Merci Insop pour votre travail de reporter. Voilà. Ce sont les images en direct de la porte de Versailles. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir Jean-Yves. C'est mal, à la place. Bonsoir Khalid et bonsoir Norbert. Bonsoir Carline, bonsoir à tous. Et en duplex depuis la porte de Versailles où se tient actuellement le salon de l'agriculture, salon auquel la Côte d'Ivoire est pays invité d'honneur. Nous retrouvons notre président Jean-Paul Oro en compagnie d'Élisée Boloubo. Bonsoir messieurs. Bonsoir à la base de précise que nous sommes en direct du salon de la culture. Nous sommes au stand du restaurant à l'édition des marmites de Maman Dior. Donc je suis avec mon confrère ivoirien Élisée Boloubo qui va vous dire bonsoir. Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir en tout cas que je participe à cette émission. Je l'avoue à tous les clients qui sont faits. Et donc c'est un privilège pour nous d'être sur ce plateau-là. Merci en tout cas de nous inviter. Et comme il a dit, nous sommes donc un centre ivoirien qui salon international de l'agriculture à la chef de Versailles. Merci. Bonsoir Élisée, en tout cas bienvenue dans la porte, nous sommes très heureux de vous accueillir. On reste avec vous messieurs du côté de la porte de Versailles. Quelle est l'ambiance actuellement sur place? Déjà aujourd'hui, pour revenir que c'est la journée consacrée à la Côte d'Ivoire, c'est le pays invité d'honneur du salon, peut-être la 22e édition du salon de la Côte d'Ivoire. C'est la journée consacrée à la Côte d'Ivoire. Elle a été livrée essentiellement par des présentations, des conférences ministérielles. Nous avons arrêté la présence de 4 ministres ivoiriens, disons 3 ministres et 1 ministre délégué. Donc le ministre des Eaux et Forêts, le ministre de l'Agriculture et des Productions Vivrières et du développement rural, le ministre des Ressources animales et de l'agriculture, et puis le ministre délégué en charge des productions vivrières. Donc les 4 ministres ont animé donc une conférence. Ils ont fait d'abord des présentations sur les différents secteurs et ensuite ils ont animé une conférence avec le public pour répondre à certaines questions, certaines préoccupations de ceux qui étaient présents. Et là, ils sont en ce moment en train de visiter les différents stands, notamment les stands de la Côte d'Ivoire. L'ambiance est bonne ici. Je pense que le salon international de Paris n'est plus à démontrer, le plus à c'est un rendez-vous connu à travers le monde. Et ça se passe vraiment bien. On est vraiment on se tient disponible pour vos différentes questions. Je laisse aussi peut-être le président vous dire quelque chose. Oui, bien sûr, le président. Oui, c'est André, la modestie de notre dispositif technique qui est disait on oublie de se passer le matériel d'oreillette. Bon, comme il a dit, il n'y a rien à ajouter. Nous avons fait le choix de nous installer au centre du maquis, le son des marmites. Vous avez peut-être, vous voyez certainement derrière nous, le buffet qui est au bout. On a tout ce qu'il faut au niveau des repas africains et ivoiriens principalement. En tout cas, cela ne nous dérangera pas dans nos réflexions que nous avons fait aujourd'hui. En tout cas, on dit c'est beau à Abidjan, après cette émission, à nous le goût et certainement à vous le gain. Ah ouais, c'est pas possible, on arrive, c'est pas possible. Là. On arrive après l'émission. Maintenant, on va parler un peu du sujet du jour parce qu'on a choisi comme thématique la Côte d'Ivoire, un géant agricole au pied d'argile. Jean-Yves, comment se porte selon vous aujourd'hui le secteur agricole ivoirien?
pour moi aujourd'hui, en fait, le secteur agricole ivoirien, est en apparence, hein, avec tout ce qu'on a eu, surtout avec ces grandes annonces-là en octobre du président de la République concernant le coût du cacao, voilà, le coût du cacao. Donc, pour moi, on pourrait potentiellement, en se basant sur ça, on pourrait potentiellement dire que tout va bien. Mais aujourd'hui, on assiste à je dirais, à cette crise-là qu'il y a dans cette On y viendra tout à l'heure en long et en large. filière-là. On aura la possibilité de revenir là-dessus. Donc, hormis ça, je pense qu'on a d'autres aussi matières premières. Voilà, on a l'acajou, on a le café, donc je veux dire le binôme café-cacao, l'acajou, on a d'autres encore filières. Et pour moi, ce salon international de l'agriculture a vu que la Côte d'Ivoire est placée au centre a été, elle est invitée d'honneur, je veux dire. Pour moi, c'est une opportunité, opportunité pour la Côte d'Ivoire de pouvoir exploiter d'autres, je veux dire, pour ne pas parler de transformation, c'est-à-dire de pouvoir exploiter toutes les faisabilités au niveau de au niveau de de nos ressources, pardon. Et puis aussi voir comment est-ce qu'on peut, dans la mesure du possible, hein, comment est-ce qu'on peut, dans la mesure du possible, essayer de mettre en place des partenariats. Et je suppose que c'est la raison pour laquelle toute cette délégation s'est déplacée. Il a parlé de 4 ministres. Ouais, il a parlé de 4 ministres. Donc, je pense qu'ils vont aussi échanger avec leurs homologues respectifs pour essayer de voir dans quelle mesure pouvoir mettre en place certains partenariats. Et pour moi, voilà, vu que la Côte d'Ivoire, comme on le disait tout à l'heure, d'entrée, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Comme le père fondateur l'a dit. La fameuse phrase. La fameuse phrase. Voilà, le cœur de l'économie ivoirienne repose sur l'agriculture. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ça. Et je pense que tous les gouvernements qui sont passés, tous les gouvernements qu'on a vu passer après le père fondateur ont été dans cette optique-là. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse se défiler. On va poursuivre là-dedans. Et c'est sûrement la raison pour laquelle toutes ces ministres, toute cette représentation ivoirienne voilà, pour épouser cette vision-là, je veux dire. Alors, on a vu que l'agriculture représente environ 20 à 25% du PIB. Et Norbert, quel est votre regard sur le secteur agricole ivoirien? Conjoncturellement, je suis extrêmement préoccupé. D'abord, pour moi, c'est le sujet numéro un aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est le plus important. Pourquoi je dis conjoncturellement? Parce que les cours mondiaux du cacao se sont retournés d'une manière drastique. C'est une véritable catastrophe. L'État est squeezé. Il n'a plus les moyens de tenir ça. Et c'est d'autant plus dramatique que la Côte d'Ivoire est numéro un mondial du cacao. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les promesses qui ont été faites en octobre, comme vient de le rappeler à l'instant fort justement Jean-Yves, ne peuvent pas financièrement être tenues. Des mesures très douloureuses sont en passe d'être annoncées et je croyais bien que c'est triste, c'est désolant. Alors bon, il y a 4 ministres qui sont aujourd'hui au Salon de l'Agriculture à Paris, qui font des efforts pour essayer de trouver des solutions, voire des alternatives, etc. Mais moi, ça me rappelle d'abord et avant tout aujourd'hui, et je le regrette, hein, une page d'histoire, une page sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire, la fin des années 80. J'ai vécu ça en tant que journaliste, je m'en souviens très bien, lorsque le président fondateur, Félix Houphouët-Boigny, s'était retrouvé dans peu ou prou dans une situation similaire, avait essayé de s'en sortir. Il y avait eu un bras de fer avec le marché, et malheureusement, la Côte d'Ivoire a perdu ce bras de fer, on s'en souvient très bien, avec toutes les conséquences politiques qui ont suivi derrière. Je crois qu'on est en train de vivre des heures très, 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 très risquées. Et ne pas le dire serait tromper nos téléspectateurs. Mais rassurez-vous, c'est vraiment le cœur de cette thématique aujourd'hui, parce que vous l'avez très bien évoqué. On disait que le poumon de l'économie ivoirienne reposait sur ce qu'on appelle le cacao aussi, en quelque sorte, l'or brun, cacao, et aujourd'hui, secteur qui traverse une crise assez particulière. Quel diagnostic, Jean-Yves, faites-vous de cette crise? Pour moi, en fait, cette crise-là, comme Norbert l'a dit, on l'a déjà vécue. Et peut-être ils vont dire, moi j'essaie de voir un peu le côté, je dirais, politique de la chose, parce que moi je pense pas que ce soit une crise qui soit déjà pour moi l'État ne peut pas se défiler aujourd'hui, parce que un État, pour ne pas dire des structures étatiques sérieuses, aurait dû anticiper
aurait dû anticiper ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, vu que l'annonce du chef de l'État s'est faite en octobre, et à partir de novembre, on a commencé à entendre, c'est vrai que bien avant on entendait, mais à partir de novembre, on a commencé à voir les premiers effets de cette crise-là. Donc aujourd'hui, pour moi, l'État, pour ne pas dire l'institution en charge de la régularisation de ce secteur-là, ne peut pas se défier aujourd'hui. Donc pour moi, ils sont vraiment responsables. Soit il y a un manque de compétences au niveau de cette structure-là, soit peut-être c'est l'État qui est donc à travers le président de la République qui a fixé en fait et qui a eu de très grosses ambitions, notamment en fixant le prix du cacao à 2800, 2800, sachant que voilà, on était prix sur assez cette pente, inédit. je dirais cette pente assez descendante là, voilà, qui était apparemment visible par tous, hein. Donc voilà, pour moi aujourd'hui on ne peut pas, c'est un diagnostic qui aurait dû être peut-être, pour moi, hein, c'était sûr, bah c'était voilà. Et donc c'est compte tenu de tout cela que le président de la République, pour moi, il a peut-être fixé le prix et donc il savait peut-être, il avait comment on appelle ça, il avait des leviers pour pouvoir en fait soutenir cette action-là. Donc c'est en connaissance de cause pour moi qu'il a fixé le prix. Et donc aujourd'hui savoir qu'on se retrouve dans cette configuration-là, pour moi, me gêne un peu. Soit il y a un dysfonctionnement de ces institutions-là, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre le relais, Le conseil donc Café voilà, Cacao. du conseil Café Cacao qui doit, au niveau de la stabilisation des prix, pour moi, voilà, au niveau de parce qu'il y a une caisse de stabilisation des prix qui doit assurer, pour ne pas dire prendre la relève au cas où on a ce genre de, voilà. Donc c'est un mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir soutenir voilà, au cas où on a des problèmes. Mais aujourd'hui, voir que ce mécanisme ne fonctionne pas, pour moi, il y a problème. Et s'il y a eu problème, c'est quand même bizarre que le chef de l'État ne se soit pas rendu compte et puis voilà, il fixe le prix. Donc, il y a quelque chose, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui, je ne comprends toujours pas. J'essaie de me poser la question, hein, de me poser la question, soit c'est le président qui nous a menti, soit c'est l'institution qui Vous avez quasiment le même constat en termes de... enfin, moi, je vais poser une question très simple. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de la crise que traverse le secteur, monsieur? Alors, est-ce que le gouvernement a pris la mesure? Je pense que oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, des annonces vont probablement être faites Effectivement. inéluctablement dans dans les jours, voire les heures qui viennent, concernant un mécanisme que vient d'évoquer Jean-Yves. Je vais y revenir. Simplement, à la décharge du président Ouattara, pardon, à la décharge du candidat Ouattara, qui était en octobre candidat à l'élection présidentielle, il faut reconnaître que juste avant l'élection présidentielle, tous les présidents ont voulu afficher une très bonne nouvelle en annonçant des prix Borchamp faramineux. Là, c'était, Jean-Yves l'a donné, 2800 francs CFA, le kilo de cacao ramassé au bord du champ, et donc 2800 francs CFA pour les planteurs. Bien. Bon, on était en année électorale, alors on a poussé le curseur un petit peu. Moi, je l'ai vu faire avec Laurent Gbagbo avant l'élection présidentielle de 2010. Donc, c'est de bonne guerre, une tactique qu'on finit par admettre. On fait des promesses avant les élections et les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Bon, c'était peut-être un petit peu trop, mais c'était un pari, quoi. C'est-à-dire, je parie que les cours vont tenir. Et puis les cours n'ont pas tenu. Alors, puisque Jean-Yves a donné le chiffre, et bon, je sais qu'à la télé, les chiffres, c'est toujours un petit peu compliqué, laissez-moi les rendre les plus simples possibles. Allez-y. Bon, 2800 francs CFA, le kilo, ça représente entre 4,2 et 4,3 euros le kilo de cacao payé aux planteurs. Ce qui représente en gros, pour faire simple, hein, 4,5 dollars le kilo. OK? Bien, ce qui représente 4500 dollars le kilo, la tonne de cacao coté sur le marché de Londres. Oui, parce que le cacao est coté sur le marché de Londres. C'est comme ça, c'est l'histoire qui le veut. Bon, eh bien, les cours sont aujourd'hui aux alentours, dans la zone des 3000 dollars la tonne. Vous voyez le différentiel, il est de 1500 dollars par tonne. Et qui va les payer? Évidemment, les opérateurs, les distributeurs, les négociants, ils veulent pas payer. Alors qui va payer? Qui va payer? Malheureusement, ça va être les planteurs. Or,
Jean-Yves a aussi justement fait remarquer qu'il y avait un mécanisme de stabilisation qui est un impôt prélevé par l'État ivoirien sur les grands opérateurs de cacao, les Cargill, les autres. Bon, ben, ceux-là, ils veulent plus payer. Évidemment, parce que sinon, ils vont mettre la clé sous la porte. Ils vont faire faillite. Les volumes sont tellement considérables que bon. Alors, au moment où on enregistre cette émission, il y a un journal qui s'appelle Afrique Intelligence qui dit que l'État ivoirien va annoncer la suppression de cet impôt prélevé par l'État ivoirien sur les opérateurs. Cet impôt, il était destiné à soutenir le revenu des planteurs. S'il n'y a plus cette source-là, que va-t-il se passer? Et pour soutenir les cours, ce même journal nous annonce que peu ou prou, en 2 tranches, l'État ivoirien va prélever 100 000 tonnes de cacao sur le marché. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je précise que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça me rappelle la fin des années 80, lorsque Félix Houphouët-Boigny s'est retrouvé squeezé. Squeezé, c'est le terme utilisé par les opérateurs sur le marché. Lorsqu'il s'est retrouvé squeezé, il a fait la même chose, il a retenu du cacao. Et les stocks sont restés à Abidjan pour essayer de faire remonter les cours. Mais pendant que les stocks étaient à Abidjan, le cacao pourrissait en stock, ce qui obligeait les gens qui travaillaient au port de charger tous les soirs les cargaisons de cacao sur des camions qui tournaient toute la nuit dans l'enceinte du port d'Abidjan pour essayer d'aérer les fèves, pour éviter que des parasites, des champignons viennent détruire ce stock. Ce stock, finalement, il a fini par pourrir. Ce qui veut dire que là, c'est totalement intenable. Le cacao, c'est pas de l'or. On peut pas le stocker en attendant que ça remonte. Non, le cacao, il faut le vendre. Donc là, on est dans une situation, à mon avis, dramatique. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Merci Norbert. On va partir du côté de la porte de Versailles. Est-ce que, monsieur, vous nous recevez? Petit souci technique. Que vous nous recevez là. Oui, allô, nous vous recevons. Bien. Est-ce que vous avez entendu les propos de nos amis sur ce plateau? On fait le diagnostic de cette crise du cacao et j'imagine que c'est l'un des sujets qui dominent les discussions aussi au sein de ce salon. Oui, bien évidemment, la question du cacao, tant que c'est que la Côte d'Ivoire est le mondial du cacao, bien évidemment, c'est une question qu'on a de l'idée. Voilà, parce qu'on parle de l'agriculture de façon générale, on peut voir particulièrement de cette manière. C'est vrai qu'il y a un réel problème, il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, il y a des stocks qui sont en attente d'être enlevés. C'est une réalité, mais il y a un engagement réel des autorités de pouvoir faire face à leurs obligations ou à leurs engagements. Parce que le prix a été fixé, réduit en connaissance de cause. C'est vrai qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les gens qui sont depuis ça, ne pas. Parce que c'est le fait un marché sur la Bouddha, mais le fait que là, c'est aussi ça la raison, en fait, de cette stabilisation qui a été mise en place avec les réserves, les fonds de réserve du Conseil d'Afrique cacao. Mais une chose est certaine, le cacao, c'est la première matière première de la Côte d'Ivoire. Il lance l'économie de façon générale. Il prend dans l'économie ivoirienne. Donc, on ne peut pas juste consacrer ces fonds-là uniquement à la stabilisation de la question du cacao, mais on la consacre à tout secteur au niveau du pays. Et dans cette situation-là, les pouvoirs publics réfléchissent comment faire les limites de sorte à ce qu'on ne donne pas suffisamment, on ne soit pas suffisamment de moyens pour stabiliser et que ça ait un impact sur les autres secteurs. Donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Mais quelque chose de simple, c'est que tous les stocks seront enlevés. Tout simplement, c'est l'engagement qu'a pris le gouvernement sur la question. Maintenant, certains étaient en train de dire est-ce qu'il est possible que les difficultés de 1800 soient revues à la baisse, comme ça a été le cas, par exemple, avec comment dirais-je, avec le Ghana, qui a enregistré une réduction du coût du kilogramme du cacao Bonchamp. À ce effet, moi, je ne serai pas catégorique, mais c'est pas moi, je pense, c'est pas une option aussi. Ce d'autant plus que j'ai encore en mémoire l'interview du ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Agriculture. Il était tout les options sur la table. Mais comme je le dis souvent, nous, dans la pays, un tiers vaut le pétrole courant. Est-ce qu'il faut qu'on mette 2800 absolument? Et puis enfin, les stocks ne sont pas enlevés. Et les stocks produisent donc les producteurs payent, et les camions payent. Ou est-ce qu'on réduit sensiblement? On essaie d'aller dans une fourchette qui soit plus ou moins raisonnable.
qui n'impacte pas négativement ou de façon profonde le pouvoir d'achat des producteurs, mais qui permet aux producteurs d'avoir un revenu, ou aussi à l'État de ne pas sortir une directive de cette transaction-là. Et je pense que pour moi, la solution s'impose, celle-là de voir dans quelle mesure, s'il faut qu'on diminue, mais qu'on permette quand même aux producteurs d'entrer en position à ces points. Au moins qu'ils ne versent pas le cacao, c'est brave, et que cela puisse, comme quelqu'un le dit sur le plateau, c'est pas une denrée non périssable. Voilà, le cacao, il peut se fermenter, il peut se gâter. Voilà, ce que nous constatons en grande partie en sève. Voilà, pas transformé. Donc, bien, c'est ça. Mais comme je me dis, pourquoi on a une solution plus durable sur la question du cacao? Moi, je le répète, il n'y a pas d'autre alternative que d'insister et de renforcer la transformation. C'est ça qui peut nous sauver. Parce que, on peut exporter le cacao. Oui, oui. Élisée, mais d'abord, restons sur le prix. Je sais pas, Jean-Yves tout à l'heure parlait du contexte. Depuis le mois de juin, on voyait déjà que la bourse commençait à afficher des scores assez particuliers, mais malgré ça, le président prend l'audace, quand même, la décision d'annoncer un tel prix. Enfin, on essaie de comprendre. C'était quoi, il se fondait sur quoi concrètement pour fixer le cacao à un prix assez exorbitant, je dirais. Non, je pense qu'il n'a pas touché parce qu'il a envie de fixer. C'est tellement que dans leur prévision, il s'est dit qu'il allait avoir une remontée des prix. On a assisté à ça. Il y a eu des années en arrière où le a fixé les prix pour faire être régional. Et puis, dans l'avance, on s'est rendu compte que il n'y a pas suffisamment de réformes. Les prix sont flambés. On se dit que c'est des choses qui peuvent advenir à tout moment. À partir du mois de septembre, octobre, on a monté déjà à Kentucky. Les prix flanchaient. Mais octobre aujourd'hui, là, ça a pratiquement 5 mois. En 5 mois, les prix peuvent remonter. Ils pouvaient remonter à un moment donné. Donc, je me dis que c'est dans l'espoir de voir les prix remonter, c'est tellement ils sont responsables de ça, selon les prévisions. Maintenant, aujourd'hui, le cacao en lui-même, n'oublions pas qu'il fait face à un certain nombre de situations, je veux dire, en termes comment vous allez appeler ça? Excusez-moi, je retrouve le terme rapidement. Voilà, les défis climatiques. Il y a une réalité aussi sur cet aspect-là. Mais au-delà même de ça, le cacao a commencé à prendre de la valeur du conséquent, à intéresser plusieurs pays qui sont attendus et à prendre leur productivité. C'est des réalités qui sont là aujourd'hui. Peut-être qu'on n'a pas été suffisamment prévoyant, c'est possible. Je ne dis pas que c'est une option exclue, ça peut être possible qu'on n'a pas suffisamment été assez prévoyant. On est trop optimiste que c'était nécessaire, c'est des possibilités, mais le plus de savoir, mais est-ce qu'il ne pensait pas ou il pensait, le débat est de savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la chose la plus importante. Les producteurs n'attendent pas de savoir, est-ce que vous auriez pu anticiper ou pas. Ça, c'est des questions qu'on pourrait poser après. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, les gouvernements sont les premiers qui nous ont donné les plus de solutions. Donc, de prendre toutes les mesures que ces stocks-là sont enlevés, on attend de voir l'effectivité de ces mesures-là. Déjà, je pense qu'en fait, les 50 000 tonnes, je prends récemment, selon les délais d'information, entre 54 000 tonnes et en pièces de gens enlevés. C'est bien ça. Bon, la question de ces gens défensifs, je ne me trompe pas. Oui, 64 000 tonnes déjà. La quantité des gens enlevés. Donc, il y a déjà une volonté de pouvoir résoudre les problèmes. Maintenant, ça doit servir de leçon pour la suite des campagnes à venir. Est-ce qu'il ne faudrait pas être beaucoup plus prudent? Est-ce qu'on ne pourrait pas revoir vraiment les statistiques? Comment est-ce qu'on les améliore? Comme je le disais en entame tout à l'heure dans les productions, la solution ne peut pas rester juste une logique de scandalisation. La solution, elle doit aller beaucoup plus loin. Il faut qu'on arrive à réussir le niveau de transformation du cacao dans notre pays. Donc, intérêt. Tant qu'on sera à la merci de ces multinationales, elles, on la respecte, ou du moins, elles ont fait des métiers de transformation de cacao et tout ça. Elles nous imposeront toujours un petit ça. Et on se retrouvera dans cette situation-là. Voilà, c'est pour qu'on se la le broyage, la première transformation même, déjà à ce niveau, et qu'on a fait pour des proportions de 70%, parce que nous, on veut continuer la seule solution de 50%. Mais 70%, 80% des transformations, je pense qu'on ira retenir ce problème. Parce que le gouvernement se bat, ou on sera vraiment à la merci des spectateurs qui, eux, ne voudront pas, je vais dire, prendre le stock supplémentaire, ou bien vraiment faire un chantage. Le vrai problème, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai mis un véritable chantage qui est fait à l'État. Nous, on peut prendre vos stocks supplémentaires à condition que vous nous les donnez à tel prix et que vous nous envoyez certaines taxes en attendant. À un moment donné, il faut arrêter. Quand le gouvernement décide de prendre ça, ce stock-là, et puis il enlève les producteurs au niveau individuel, l'interlocuteur qui est maintenant avec les multinationales, et c'est dans ça que c'est un truc, je ne sais pas là dans lequel il est actuellement. Président Jean-Paul Leroux. Oui, justement, sur cette question, comment, comme il a dit, Élisée,
Pour les Ivoiriens, la question de plus, on aurait dû. Mais si la question de solution, voilà, est-ce que, comment, il me vient à l'idée, parce que pendant que cela se passait, le Ghana a baissé ses prix à environ 30%, hein, 28% précisément. 35% comme ça, les taux de 28%, 28%, 28%. 28%. Voilà, Ouais. tous les multinationales se sont retrouvées à aller acheter le cacao ghanéen. Et donc, du coup, pour nous, la tendance continue. Entre-temps, il existe un accord qu'on appelle l'initiative Dakar entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui produisent près de 60% du cacao mondial. Donc, il y a cette possibilité-là. Et dans cette initiative Dakar, il y a un élément qui les amène à pouvoir, je dirais, harmoniser leur prix et aussi leur test de stabilisation. Je pense que c'est le temps arrivé d'harmoniser les prix au niveau du Ghana et de la Côte d'Ivoire, de sorte que, parce que les multinationales ont été dirigées vers le cacao ghanéen. Et puis le cacao ivoirien va rester sur les bras des planteurs. Il serait intéressant que maintenant on passe, mais naturellement, je vous propose pas ce qui arrive là. Et puis le cacao va baisser. C'est tellement que le cas de Côte d'Ivoire peut tenir encore jusqu'au 30 mars. Pour que, à la fin de cette grande campagne, mais je suis convaincu qu'après le 1er avril, le prix va baisser pratiquement, certainement même de moitié. Mais il est bon pour l'avenir, et certainement pour la prochaine, que j'ai la filière cacaoyère active l'initiative d'Agra, que véritablement ces deux pays qui sont les principaux producteurs de cacao dans le monde puissent harmoniser leur prix d'abord pour éviter comme Élysée le disait, le chantage de ces multinationales. En activant cette initiative, on aura véritablement un ressort important pour limiter à ce type de chantage. Le sens sera que je vais m'arrêter, vu que, voilà. Merci. Oui, Jean-Yves, en attendant que Vincent se connecte, Vincent qui est au salon également. Oui, en fait, moi, je vais, ben, désolé de le dire à mes camarades qui sont de l'autre côté, hein. Moi, je vais encore revenir là-dessus. En fait, le planteur, il se met pas dans la tête du politique. C'est-à-dire, lui, si tu veux, du moment où tu as fixé un prix, tu lui as dit, ça, c'est à ce prix-là que je vais acheter ton cacao. Lui, désolé, mais il n'en a rien à faire de si les coûts ont baissé ou bien si les coûts n'ont pas baissé. Lui, on lui a dit 2800 le kilogramme. C'est en fonction de ce prix-là que lui, il a fait ses prévisions. Voilà, il y a des planteurs qui ont, voilà, ils ont des enfants à charge, ils ont beaucoup de charges. Donc, c'est en fonction de ce prix-là qu'ils ont fait leurs prévisions. Aujourd'hui, venir entendre que non, le cacao ils ont fait aussi des sacrifices pour pouvoir avoir ces productions-là. Et leur dire aujourd'hui qu'on ne pourra pas acheter ça à ce prix-là, ça les désorganise. Donc, moi, je pense que je suis aussi de tout cœur avec eux, hein, et je suis d'accord sur le principe qu'ils ne puissent pas entendre tout ce qui se dit aujourd'hui. C'est-à-dire, on nous fait comprendre que oui, l'État est en train de faire ça, en train de faire mains et pieds pour essayer d'arranger la situation. Ça, c'est pas ça que les producteurs, eux, veulent. Les producteurs veulent que leur production soit achetée. C'est ça le plus important. Parce qu'il y a eu des périodes où le cacao était vraiment cher. C'est-à-dire, le prix était, voilà, je crois en 2000, à la campagne 2023-2024 ou 2024-2025, le cacao était vraiment cher. Et à cette campagne-là, les producteurs ont accepté le prix qui était fixé. Donc, si aujourd'hui le prix a baissé, eux, c'est-à-dire vu qu'il y a des campagnes où ils ont pris moins, aujourd'hui ils se disent légitimes ou bien ils pensent avoir je vais dire la légitimité de vendre le cacao au prix qui a été fixé. Donc pour moi, franchement, c'est vrai que c'est-à-dire l'État fait ce qu'ils peuvent ou bien voilà, mais ils doivent. C'est-à-dire aujourd'hui là, c'est même plus une question de, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ils doivent s'arranger pour que comment on appelle ça, voilà, les stocks qui ont été aujourd'hui, parce qu'on parle aujourd'hui on parle aujourd'hui de 700 000 tonnes. Voilà, il y a le Conseil du Cameroun qui nous parle de 129 000 tonnes. Voilà. Donc, il y a déjà une incohérence au niveau des chiffres. Voilà, comment on appelle ça? Le syndicat des producteurs parle de 700 000, le Conseil parle de 129 000. Et aussi, Kali, tu sais, lorsqu'on fixe des prix, lorsque on donne un prix assez élevé, je pense qu'il y a tout un mécanisme à activer.
notamment au niveau des frontières, parce qu'il y a la contrebande. Lorsque aujourd'hui le cacao ivoirien sera vendu à 2800 le kilo, mais ça alerte les pays voisins qui se disent que si notre cacao chez nous est à moindre coût et qu'en Côte d'Ivoire, aux pays voisins, on peut le vendre à 2800, mais pourquoi ne pas aller le vendre en Côte d'Ivoire? Et donc, c'est tout ça qui a fait que, parce qu'aujourd'hui, que dit le conseil du café cacao? Ils disent qu'ils ont vendu 80% de la production qu'ils devaient vendre, c'est-à-dire les 1,4 million de tonnes qu'ils devaient vendre là. Ils disent qu'ils ont vendu 85% et 80% de cette production a déjà été vendue. Pendant ce temps, les producteurs ivoiriens grognent, ils disent qu'ils ont 700 000 tonnes qui est là. Donc, ce qui veut dire que il y a du cacao qui est rentré illégalement sur le territoire ivoirien qui a été vendu. Donc, lorsque on essaie de lever le prix, lorsqu'on dit on va vendre le prix du cacao à 2800, il y a un mécanisme à activer, notamment au niveau des frontières. Il faut surveiller les frontières, il faut activer tout un mécanisme. Donc, si tout ça n'a pas été fait aujourd'hui, pour moi, c'est le régulateur. C'est le conseil du café cacao, c'est à lui qu'on doit s'adresser. Aujourd'hui, lorsqu'on s'adresse à lui, on entend des gens dire, eux aussi, ils rejettent la faute sur les multinationales. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut de ces multinationales-là, mais à un moment donné, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Tantôt il rejette la faute sur les multinationales, tantôt il rejette la faute sur les syndicats. Parce que là, il accuse les multinationales de ne pas jouer le jeu. Qu'est-ce qu'on entend par ne pas jouer le jeu? Ne pas jouer le jeu, c'est quoi? Les multinationales, ce sont des boîtes, ce sont des entreprises qui veulent faire du chiffre. Ces entreprises ne sont pas là pour nos beaux yeux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ne pas vouloir jouer le jeu? Non. À un moment donné, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir aider ces producteurs-là au cas où le prix du cacao chute. Ce mécanisme doit être activé. Non, mais Jean-Yves, je pense je pense que pour qu'on soit beaucoup plus, excuse-moi de suivre ça. Oui. Il ne pas dire que les producteurs attendent que s'en foutent, que l'État leur paye aussi les masses de ça. La plus que vous ne pas faire la production de cacao, ça veut dire que ça ne veut même pas comment ça se passe. Sinon, aujourd'hui, là, attendez, je vais vous expliquer. Les producteurs, avec les chefs de cacao qui sont sous la main, ils sont prêts à les vendre à qui qu'on veut, au prix qu'ils veulent. Mais c'est le conseil de cacao qui bloque. Parce que si on commence à agir aussi, on donne plus de sortir à ces répondeurs privés. Voilà pourquoi c'est possible en fait. Sinon, on s'est fait attendre, on n'est pas joli aux États-Unis, dans les États-Unis, vous avez des espaces de conservation des fèves du cacao et vous pouvez garder le cacao avec vous pendant des années, mais pas là-bas. On est en Côte d'Ivoire, on est 10%. Les gens prennent le cacao, ils viennent faire du cacao, ils vont obligés de le calculer. Pour moi, c'est ça, c'est quel nombre de situations. Le Ghana, comme vous le dites, avec c'est un prix. Le Ghana réduit le prix. C'est juste que le Ghana, c'est ça va coûter quelque chose. Ça va peut-être avoir des effets. Mais nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un traité de tour, comme le dit la base africaine, nous avons quelque chose qui te permet de te débarrasser du stock, de te laisser les producteurs sont pas dans votre logique. Et nous, on est en 2018, comme on en 2018. Ça, c'est pas vrai. Ça, nous disons maintenant. Même les syndicats, comme les côtés, les syndicats des producteurs. Mais les syndicats des producteurs n'est pas les propos de quelques membres du syndicat, comme les propos du syndicat, les déclarations officielles du syndicat, vous les avez, le syndicat des producteurs. Ça constamment pour parler avec les conseils du papier avec les producteurs. C'est vrai qu'il y a deux membres du syndicat qui ont, à un moment donné, même décidé de faire la grève, et ça avait lancé le premier de l'effort de population membre du syndicat. Mais le syndicat lui-même, est-ce que vous avez décidé la production comme populaire? C'est sûr, nous sortir dans la presse que quelques membres du syndicat disent que c'est les producteurs disent. Les producteurs, justement, leur souhait. Ils voient leur cacao pour attirer l'UNICEF. Des fois, on leur dit qu'aujourd'hui, sur le marché, tout ça, parce que c'est la qualité de production. Tout ça, ce n'est pas possible. Parce que les a conservé ça par devers et pour dire que tout le monde avait dit ça. On n'est pas entendu de nous. Les amis devant la situation. Les producteurs là-bas, ils préfèrent qu'on le paye à conséquer la réduction et plus de 20%, ça veut dire pour nous, nous sommes enfants de producteurs, nous sommes enfants de cacao producteurs, je vous assure. C'est vrai que ça va faire mal qu'on ne paye pas nos productions de l'UNICEF, mais on préfère qu'on le paye quand même à un certain montant, mais quand les conseils, parce que les conseils vont gagner quoi, au final. Maintenant, comme je l'ai dit, on dit non, l'État aurait pu anticiper. On est plus ça de pour dire.
C'est une réalité, frère. On est tous avec Oureki. La situation est là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si je solution contre les femmes, la possibilité de réduire le prix, c'est même pas une solution étantée. Il a dit, il y a une initiative entre le conseil cacao, café cacao et tous les cocobots au Ghana. Ils ont décidé à eux seuls, président 60% de la production mondiale, de pouvoir agir de conservation. Mais le Ghana, là, ils ont réduit les prix. Ils ont réduit les prix. Mais ça fait que les producteurs sont en train de libérer leur stock pour eux. Non, déjà, en fait, déjà, en fait, je ne suis pas contre le fait de réduire les prix. C'est pas ce que j'ai dit, mais je dis, lorsqu'on réduit les prix, les mécanismes, les mécanismes qui doivent être mis en place là, lorsqu'on doit les activer, faudrait que ça se fasse. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pourquoi? Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis Voilà. d'accord avec ça. En fait, je vais t'expliquer. Peut-être qu'on va faire un peu de historique. Ça, il ne faut pas voir la réalité européenne comme la réalité française, ivoirienne. Nos frontières ne sont pas vos frontières. Nos frontières ne sont pas vos frontières. Les frontières sont pour nous, parce que C'est un problème alors. les marchandises, pour nous l'entrée des marchandises. Non, c'est une réalité. Mais ce qui est bizarre, c'est que les frontières sont poreuses. Oui. Attendez, je finis de parler. Attendez. Voilà. Les frontières ne sont pas vos frontières. Malgré les mesures prises par les pouvoirs publics, parce que les personnes arrivent à contourner les dispositifs mis en place. Ça, c'est une réalité. Mais une chose est certaine, depuis des années, des efforts ont été faits. C'est pas pour regarder la fuite des matières premières. Faire le soir avec les Ghana ou les Ghana avec la Côte d'Ivoire. Ça drastiquement diminué. Parce que les mécanismes en place ont permis de lutter conséquemment contre ce phénomène-là. Mais ce n'est pas le nature résolu à 100%. Et ça continue encore de passer des mailles. C'est nos réalités qui sont là. Donc, si vous ne tenez pas compte de ça, vous faites une analyse bien faite. Et je veux dire en fait, aujourd'hui, les populations agricoles qui, elles, ont sous la main, tous ces coopératives, elles ont sous la main, ça fait faire du cacao, ils sont en train de se faire c'est éthique pour les Africains, sont prêts aujourd'hui à les libérer. Pour dire que c'est certes que vous avoir quelque chose, mais il faut le conserver. Et puis on n'a rien. L'État aussi fait. C'est une engagement la plus petite des agriculteurs, de mettre un peu de mission. Voilà parce que la campagne se fait un peu fort. Il y a la grande campagne et il y a la petite campagne. La petite campagne démarque aussi. Ils vont essayer de voir si on peut réussir le temps de la petite campagne. Mais ça peut permettre quand même d'un peu de temps. Les prix se sortent là et puis on va quand même le récupérer. Je me dis très mieux. Maintenant, il est d'avis avec vous. A été dit par le serpent, sur le coup, vous avez perdu. Ça veut dire, après avoir vécu cette situation maintenant, il revient au pouvoir public de prendre les dispositions nécessaires pour réduire au maximum ces événements, ces années à la culture avoir l'impact, non seulement sur les producteurs, mais également sur l'État. Parce que l'État tire l'essentiel de ses ressources de quoi? De l'exportation du cacao. Ça, il revient à l'État avec ses structures, ses demandements, de réfléchir davantage, de renforcer ses dispositions et mécanismes et de chercher des solutions innovantes pour vraiment permettre de résoudre cette situation-là. Élisée, Norbert souhaite réagir. Norbert souhaite réagir. On va l'écouter. Oui. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout entendu de ce que vient de dire notre confrère, mais c'est probablement dû à une défaillance auditive. Écoutez, je peux simplement vous dire des choses basiques sur ce sujet qui est dramatique. C'est une malédiction. C'est la malédiction du cacao. Et il faut avoir en tête des choses très simples. Le cacao, c'est une denrée périssable. C'est-à-dire que lorsque le marché évolue dans le mauvais sens, comme c'est le cas maintenant, vous ne pouvez pas le stocker. Vous ne pouvez pas le stocker, c'est impossible. Deuxièmement, la chanson selon laquelle on va fabriquer le produit final, le chocolat. On est bien d'accord, le cacao, ça sert à fabriquer du chocolat. Le chocolat en Côte d'Ivoire pour l'exporter dans le monde entier, ça n'est pas tenable. Parce que au moment où on parle, et depuis la nuit des temps, les grandes entreprises, les grands groupes qui fabriquent du chocolat sont, pour l'essentiel, en Europe. Les marchés sont essentiellement en Europe. L'Allemagne, la Belgique, la Suisse, ces gens-là consomment énormément de chocolat. Les Français un peu moins, mais bon, c'est là que ça se passe. Donc, la matière première est achetée sous les tropiques, elle est amenée en Europe, et là, on fabrique du chocolat qui plaît aux consommateurs
européen ou américain. Voilà, c'est l'État des choses. Bien, fabriquer une OPEP du cacao, c'est impossible. L'OPEP, on s'en souvient, un jour ils ont dit stop, il n'y a plus de pétrole, et puis les prix se sont envolés et ils ont mis à genoux la planète. Ok, ça c'était les pays arabes. Parce que vous pouvez mettre du pétrole dans des cuves en attendant que les cours remontent. Le cacao, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Bien. Si vous mettez le cacao dans des hangars, au bout d'un moment, vous êtes obligé de le jeter parce qu'il est pourri, parce qu'il fait chaud à Abidjan, il fait chaud à San Pedro. C'est comme ça. Bien. Donc c'est une malédiction. C'est une malédiction, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, qu'elle le veuille ou non, est dépendante du marché mondial. Le cacao est coté à Londres, il est coté à Chicago, c'est pour ça qu'on parle de prix en dollars, et ça va durer, ça. C'est un état de fait. Lorsque le marché se retourne, et quand il se retourne très violemment, comme c'est le cas maintenant, c'est-à-dire que les prix ont été divisés par 3 en quelques mois, entre le début de la campagne, septembre-octobre 2025 et maintenant, divisé par 3, l'État est squeezé. Je répète, Alassane Ouattara avait créé une sorte d'impôt pour pouvoir permettre à l'État de distribuer ce qu'il appelait un revenu décent aux producteurs. Cet impôt était prélevé sur les multinationales. Elles ne veulent pas le payer parce que sinon elles sont fichues. Bien. Donc l'État est coincé. La seule solution, c'est d'augmenter la dette. C'est-à-dire un État qui est déjà très endetté, c'est le 2e pays le plus endetté d'Afrique, après l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la dette va continuer à s'envoler. On va parier sur l'avenir en espérant qu'un jour les cours mondiaux remontent. C'est-à-dire que la demande soit très forte et que ça fasse remonter les prix. Bon, enfin... Non, mais je reste avec vous. Donc, c'est-à-dire toute la procédure qui est mise en œuvre actuellement par le gouvernement, c'est de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin, elle a été distribuée au moment de la campagne électorale lorsque le candidat Alassane Ouattara a annoncé un prix Borchamp de 2800 francs CFA le kilo. Et puis le marché s'est retourné, il a été squeezé. Il se retrouve dans la situation d'un joueur au casino qui a tout misé sur le rouge et puis c'est le noir qui est sorti, ou l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il est coincé. Donc, il faut de l'argent. Et donc, cet argent, il faut aller le chercher sur le marché. Il faut endetter la Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'autre solution. La situation est dramatique. On paye les planteurs avec du papier. Où est-ce qu'on va comme ça? Alors, petite remarque aussi concernant Alassane Ouattara. Je dirais que il y a un coup de pied de l'âne de l'histoire. Parce que si Alassane Ouattara est arrivé aux affaires en 1990, c'était à la suite de cette crise terrible de la fin des années 80 du cacao. Le président Houphouët-Boigny s'est retrouvé dans la situation dans laquelle se trouve Alassane Ouattara aujourd'hui. Et il a tenté de faire remonter les cours en bloquant le marché. Il a perdu cette véritable guerre du cacao. Et à ce moment-là, il était obligé de passer sous les fourches codines des grandes institutions internationales, à commencer par le FMI, qui lui ont dit « Ok, on va te dépanner, c'est-à-dire qu'on va te prêter de l'argent, qu'on va augmenter la dette de la Côte d'Ivoire. On est à la fin des années 80. Mais il va falloir que le truc soit géré par un homme en qui on ait confiance. Tu vas créer un poste de Premier ministre et tu vas nommer Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire en numéro 2. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, il se retrouve dans la même situation. C'est un coup de pied de l'âne de l'histoire. C'est une ironie incroyable et c'est dramatique pour les planteurs. Maintenant, faire croire que c'est la faute des multinationales, comme vient de le dire le président Jean-Paul Aureau. Oui, président, je l'appelle président parce qu'il est président des journalistes de l'univers, de la terre entière et de la banlieue parisienne. Ouais, ça, et donc, ce que c'est les multinationales, écoutez, moi je le prends au mot. Si jamais c'est les multinationales, je soulignerai juste une chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le premier négociant mondial de cacao, c'est la première multinationale, c'est l'américaine Cargill. Et qui dirige Cargill en Côte d'Ivoire?
Lionel Soulard, un Français. Vous voyez que les États-Unis, les Américains et les Français, ils sont dans le même camp dans cette affaire en Côte d'Ivoire depuis toujours, avant Ouattara, avant Gbagbo, ils sont là. Et donc, ils veulent pas payer, ils peuvent pas payer cet impôt qui permettrait de distribuer un revenu décent aux planteurs. Ils vont pas le payer, donc si c'est l'État qui doit payer, bah, l'État va devoir s'endetter. Président Jean-Paul Leroux. Des moyens techniques assez particuliers, bro. Je suis en train de dire que je suis là. Ah là là, salut Nsa. Salut. J'étais avec le président Jean-Paul Leroux tout à l'heure. Vous Voilà. le duplex avec vos lunettes. Absolument pas. Je suis depuis la précédente émission. Voilà, j'ai toujours pas encore soigné mon œil au beurre noir. Mais je voulais juste dire en fait que apporter un petit peu en fait la teneur et l'ambiance dans ta bulle d'une grosse délégation ivoirienne hein, qui est présente sur le site. Donc ils sont vraiment représentés. Non mais il faut le dire, ils sont surtout accoutrés de. Là j'ai Madame Fleur à Kembo qui est juste à côté de moi. Bonjour, vous pouvez nous faire un coucou rapidement. C'est la télé, c'est Télé-Sud. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc voilà. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bonne année. Effectivement. Ça fait chaud au cœur. Bonjour monsieur. Merci, au plaisir. Au plaisir. Donc voilà, la bande à Carlil en tout cas est très sollicitée. Donc voilà. On vous laisse retrouver les gens. Nous on va répondre à la question là tout à l'heure. Continuez de trouver. D'accord, bon, je vous reviens en tout cas. Merci beaucoup. Président Jean-Paul Leroux. Est-ce qu'on a le président? Oui, vous m'entendez là? Oui, on vous entend bien. Bon, je peux rappeler à Gordon que je n'ai pas dit que c'était de la faute au multinational. J'ai dit cette situation arrange les multinationales, elles ont compris et elles font du chantage. C'est pas fait normal, hein, c'est chapelle du profit. C'est les capitalistes. Il n'y a pas de Pas chantage. du tout normal. Il n'y a pas de chantage. Maintenant, de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de, nous avons un stock de cacao pour l'année. Aujourd'hui, les planteurs ont des pertes de cacao pour l'année. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au nom de garder les 2800 francs, ça, le cacao va pour nous? Non. Il y a des propositions à faire. On a une caisse de stabilisation pour stabiliser. Mais c'est ça où, visiblement, il doit être 65 000 tonnes. Mais il en reste encore au plus de 102 000, la moitié de 102 000. Justement, c'est quelque chose qu'il faut régler. Et pour vous, c'est la réflexion que moi j'ai fait. J'ai dit, il est possible. Il y a une initiative qui s'appelle l'initiative Gatra. On peut faire des amalgames avec l'OPEP d'avant. C'est normal. Norbert peut faire. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans cette initiative, si on veut libérer cette initiative, il y a la possibilité de créer entre la Côte d'Ivoire et le Ghana des entrepôts pour pouvoir conserver le cacao pendant 2-3 ans. C'est possible. Voilà, il suffit tout simplement d'activer cette initiative. Il ne faut pas voir le cacao comme une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Ce produit que le pauvre. Bon, alors. Attendez. Juste dire qu'il y a madame. Non, voilà, c'est son exclusivité, Madame Marine Le Pen, en tout cas. Madame Marine Le Pen, en tout cas, arrive sur le stand de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous faire vivre ça quand même, Carlil. C'est une excuse la bande à Carlil. Merci, Nsa, pour votre travail de reporter. Voilà. Ce sont les images en direct de la porte de Versailles. Voilà, donc voilà, il y a tout un armada, d'accord, toute une armada, pardon, de journalistes, comme vous pouvez le constater. Et donc, vous avez en direct, en tout cas, l'arrivée de Madame Marine Le Pen. Et je vous montre, voilà, on est là. On espère que vous aurez non, bon, écoutez, nous sommes actuellement en Côte d'Ivoire, mais bon, comme vous pouvez le constater, bon, voilà, elle est juste en face de... C'est potentiellement la future présidente, voilà, hein, donc il faut tenter. Donc, on espère que la bande à Carlil, mais il se fait ce soir et fait un sourire. Donc, je vais vous laisser continuer en tout cas. Oh là là, on va revenir sur le président, sinon nous avons que des chaussures. Merci de ça. Président Jean-Paul Leroux, vous avez interrompu, désolé, c'est les alliances du direct. Non, mais c'est pas grave, je connais un centre pour moi, c'est pour petit côté anarchiste qui a dit. Donc,
Je disais, le peuple n'a pas, c'est vrai, ça y ressemble, mais c'est pas les mêmes trajectoires. L'initiative d'Accra a la possibilité d'harmoniser les prix, d'harmoniser les tests de stabilisation, et puis de garder au moins un levier pour les pays producteurs. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut le comprendre ainsi. Mais quand on regarde les choses et puis qu'on sait que le cacao est une malédiction ivoirienne, non, ce n'est pas une malédiction ivoirienne. Ce produit-là, cette spéculation a permis à la Côte d'Ivoire, au-delà des producteurs, d'apporter énormément au développement de ce pays. Bon, c'est mon ami, mon invité qui si vous permettez, je voudrais aussi réagir un peu là-dessus. On m'entend, j'espère. Oui, on vous entend très bien. Hein. Ok, parfait. Sur la question, vous voyez, moi, je pense qu'il ne faut pas extrapoler les choses. À un moment donné, quand il faut rester dans la mesure. La Côte d'Ivoire a prévu d'exporter 1,4 million de tonnes de cacao. Là, aujourd'hui, la masse critique sur laquelle on parle, c'est combien de kilogrammes de cacao? Et combien de tonnes de cacao on parle? C'est pour ça quoi, 620 000, c'est pour ça quoi, c'est 200 000. Les questions qui ont été vendues. Donc, on ne peut pas juste s'asseoir et puis dire, c'est parce qu'on a on parle de 700 000 aussi par moment. On parle de 700 000 par moment. Hein. Alors, si vous voulez, même alors à 800 000, vous avez 1,4 million de tonnes. Vous avez vendu, vous n'avez pas vendu. Si on arrive à 700 000 tonnes, il y a des vendus, des frères de non vendus. Voilà. Quand même, à un moment donné, il ne faut pas exagérer pour extrapoler. Il ne faut pas de 700 000 tonnes, ça reste des spéculations. Moi, je veux qu'on aille sur le chiffre officiel. Ce que vous avez 700 000 tonnes, c'est qui? C'est le conseil du cacao, c'est les syndicats de producteurs, c'est qui vous avez 700 000 tonnes? Mais les syndicats. La masse critique tourne autour de 200 à 300 000 tonnes maximum. C'est ça qu'on est en train de traiter actuellement. C'est une personne. Ça veut dire qu'il y a quand même une masse qui a été vendue. Cette masse qui a été vendue là, on peut à partir de ça extrapoler au point de dire qu'il y a la malédiction du cacao. Je pense quand même qu'il ne faut pas extrapoler, il ne faut pas exagérer. On ne dit pas qu'il n'y a pas de prix. Parce que l'idéal serait que toute cette quantité-là soit vendue. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des faits vendus. Et on sait les raisons pour lesquelles il y a des vendus. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas de dire on aurait dit, on a dépassé une table, il y a des vendus, qu'est-ce qu'on fait? L'État propose des pistes de solutions. Comme je le dis, parmi lesquelles, probablement, hein, pour la petite campagne, la réduction du prix, probablement, pour la petite campagne, la réduction du prix. Mais comme je le dis, j'insiste sur ce thème-là, il faut qu'on fasse un effort de pouvoir ce qui est aujourd'hui, comment on appelle ça, notre talent d'argile, c'est la transformation. Aujourd'hui, on subit qui se dit là pourquoi? C'est très transformatoire. Si on transforme, est-ce que vous pensez qu'on sera fait de subir tout ce dictat? Bon, on dit les métiers d'argile, les métiers ne sont pas les affaires, ils ne sont pas les philanthropes, c'est clair. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans une position inconfortable de cette capacité de pouvoir transformer, il ne serait même que 66 à 80% de notre production. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Vous pensez que si on avait cette capacité aujourd'hui. Élisée, regardez d'abord. L'une des solutions qu'on a aujourd'hui, que le gouvernement a annoncé, le rachat des stocks. Le PDCI a eu une sortie assez forte. Hein. Le PDCI dénonce une mesure prise sans transparence ni plan crédit de transformation locale du cacao, taclant plus globalement un échec structurel de la filière du cacao en raison d'un système de commercialisation mal et d'un prix administré sans sécurisation des financements de la liquidité bancaire ainsi que de l'exportation. Réaction à cette sortie du PDCI? C'est de la politique. Le PDCI, c'est de la politique, c'est normal. Non, voilà. Attends, on va y aller. Je viens. S'il te plaît. Non, je vais finir. C'est de la politique. Le PDCI a dirigé la Côte d'Ivoire de 1960 à 1999. On a même eu le miracle ivoirien dans les années 70. Qu'est-ce qui avait empêché de construire des usines pour consommer le chocolat? Qu'est-ce qui avait empêché de faire toutes ces réformes? On est dans de la politique. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Moi, je dis une chose est certaine. Et de le plan, des journalistes, ils ont finalement fait des solutions durables. On veut que les producteurs bénéficient au maximum. On ne peut pas dire que rien n'a été fait jusque-là. Mais nous, on pense qu'on peut faire mieux. Et dans ces faits mieux-là, c'est des solutions. Ces solutions-là, pour nous, il faut que nous passions des solutions. Et que des privés, locaux ou internationaux, installent des unités de transformation d'individus, comme c'est le cas, par exemple, des jeunes frères, des jumeaux des activités de l'État à Bibo, des personnes encore, des plus lancées, des multinationales, la plus grande question, pourquoi?
pour que nous aussi, à un moment donné, on puisse décider. Ça fait que temps. C'est pas tout ce qu'on est en train de dire là. C'est une chose que les solutions palliatives ne répondent pas le problème. Le problème là, aujourd'hui, il s'agit de le politiquement. C'est vrai qu'on ne fera pas l'année prochaine. C'est vrai qu'on ne fera pas l'année prochaine. Mais quand on dit dans 5 ans, dans 6 ans, définitivement, on doit pouvoir inverser la coupe. C'est tout, c'est ça qu'il s'agit. Maintenant, le reste, je vous laisse la parole. Merci. Norbert, Jean-Yves. Oui, oui. En fait, déjà, au niveau de la gestion, tu sais, normalement, lorsque des personnes comment on appelle ça, se présentent pour pouvoir diriger, je veux dire, pouvoir gérer la chose publique, normalement, il y a, comment on appelle ça, comme on le dit, c'est la gestion de la chose publique. Voilà, c'est la gestion. Donc, en termes de gestion, le PDCI l'a si bien dit. C'est-à-dire, il y a des prix qui ont été fixés sans pour autant avoir les garanties de pouvoir respecter, je veux dire, le prix qui a été fixé là. Aujourd'hui, regardez, on ne peut pas se baser seulement sur on espérait que le coût allait monter pour dire, bah écoutez, nous, on a fixé ce prix-là en espérant que le coût monte. Ça, je ne suis même pas d'accord. Ça, à ce moment-là, peut-être on va passer des jours à débattre là-dessus. Je ne serai pas d'accord. Un État sérieux ne peut pas se baser sur on pensait que les coûts, voilà, sur des spéculations. Non. Normalement, lorsqu'on fixe le prix, lorsqu'on donne un prix, c'est que derrière, il y a un mécanisme de genre de, voilà, au cas où les choses ne vont pas dans le bon sens, voici au moins on a des ressources, mais au moins on a une caisse pour pouvoir, en fait, supporter cette charge-là. Maintenant, vous dites qu'aujourd'hui, les producteurs sont prêts à accepter comment on appelle ça, de réduire ou bien à vendre le cacao à moins de coûts. Mais s'ils sont prêts à le faire aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui bloque? S'ils sont prêts à diminuer, même à brader même le cacao qu'ils ont, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est que l'État, normalement, devait valider, puis on passe à autre chose. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est la question que moi, je me pose. Parce que là, vous avez dit qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les producteurs sont prêts à vendre même à prix réduit. Maintenant, pourquoi l'État ne valide pas alors? Norbert voulait réagir avant que... Non, Attendez pas de faire ça une minute, vous avez la parole ok, d'accord. après. Norbert. Oui. Peut-être c'est moi qui ne comprends pas le sujet, peut-être. Moi, j'ai quelques petites remarques par rapport à tout ce qui a été dit. D'abord, c'est vrai, j'ai parlé de malédiction. En fait, c'est une référence, quand je parle de malédiction, c'est une référence économique. C'est un concept. Et je pense que l'économiste Alassane Ouattara doit savoir de quoi je parle. Les économistes ont entendu par exemple parler, et c'est historique, du mal hollandais. On en a parlé au début des années 1960. Moi, j'ai étudié ça quand j'ai fait mes études d'économie. On avait trouvé des gisements de gaz aux Pays-Bas, et du coup, ça a fait augmenter le prix de la monnaie, la valeur de la monnaie hollandaise, et ça a paradoxalement détruit l'économie. La malédiction dont je parle, c'est que la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao. Et donc, théoriquement, pourrait faire la loi sur le marché du cacao. Mais ce n'est pas le cas parce que, malheureusement pour elle, le chocolat est fabriqué non pas en Côte d'Ivoire, mais ailleurs. Et ça n'a pas changé. Alors que même Houphouët-Boigny a eu l'idée de vouloir développer la transformation du cacao ivoirien en Côte d'Ivoire pour l'exporter ensuite dans le monde entier. Il rêvait même que chaque Chinois mange une tablette de chocolat par an, et ça aurait fait de la Côte d'Ivoire l'un des pays les plus riches du monde. Et à l'époque, il y pensait. Mais ça ne s'est jamais produit, et c'est pas parce que les dirigeants ivoiriens qui se sont succédés depuis Félix Houphouët-Boigny n'ont pas voulu le faire, c'est que c'est totalement impossible. Le marché, il se situe pas là-bas. Je parle du marché du chocolat. Bien, la malédiction, elle vient du fait que la Côte d'Ivoire ne peut pas maîtriser son destin, parce que c'est une denrée périssable, encore une fois, on ne peut pas la stocker, et pas la stocker éternellement, et deuxièmement, parce qu'elle est cotée sur les marchés extérieurs, aux États-Unis, à Londres. Bon, ça ne changera pas. Et dire, comme le dit notre confrère, qu'il y a des solutions, qu'il faudra, la solution c'est de transformer le chocolat le cacao ivoirien en Côte d'Ivoire, c'est vendre de l'illusion
aux fidèles de la bande à Carlyle. Deuxièmement, quand le président Oro veut préciser sa pensée concernant les multinationales, vous l'avez entendu, il a répété le mot chantage. Selon lui, les multinationales font du chantage sur la Côte d'Ivoire. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Elles ne peuvent pas payer ce différentiel. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. On en est à 1500 $ par tonne de cacao de différentiel. Qui va payer? Si jamais ils payent, ils mettent les clés sous la porte. Donc ils ne peuvent pas le faire, donc ils ne vont pas le faire. Donc il n'y a qu'une solution, c'est endetter un État qui est déjà très endetté. C'est ça la malédiction. Et je veux dire par là que le seul reproche qu'on ait pu faire concernant Alassane Ouattara ces derniers mois, c'est Jean-Yves qui l'a fait à juste raison sur ce plateau, c'est il ne fallait pas annoncer un prix de 2800 francs CFA le kilo de cacao Borchamp aux planteurs, parce qu'ils l'ont à l'oreille, ce prix. Et maintenant, qui va le leur payer? Alors, on leur donne de la monnaie papier. Mais ça, ils n'en veulent pas. Et donc, on est face à un problème social considérable. Quand le confrère dit que le PDCI fait de la politique, mais non, on parle de vrais sujets. Alors, moi, je comprends, c'est ce qu'il sous-entend, que l'électeur du PDCI, il est proche des planteurs. Oui, ça c'est traditionnel, on le sait depuis toujours, mais c'est accuser le PDCI comment dirais-je, de s'exprimer sur un problème social majeur qui est là. Il fait de la récupération en quelque sorte. C'est dire, voilà, il fait de la récupération. Je suis désolé, Alizé, ça ne tient pas debout. Il y a un vrai problème. Ce vrai problème, il est structurel. Et ce vrai problème, il a amené Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, c'est lui qui est pris dans la nasse. Dans le nos propos, c'est parce qu'on a vu, frère. Ouais, surtout. En fait, je vais. Non, mais j'ai quand même un mot à dire. Attends, oui, laissez terminer la parole. Oui, une dernière interpellation et puis tu pourras prendre la parole. Oui, en fait, justement, là, on parle de transformation parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans un monde, comme Nobel a dit, utopiste, tu vois. On parle de transformation, mais aujourd'hui, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a la culture de la consommation du chocolat aujourd'hui? On n'en a pas. Donc aujourd'hui, faire croire aux gens que la transformation va résoudre le problème. Bien avant Alassane Ouattara, les présidents qui l'ont succédé ont pensé à ça. Mais s'ils ne sont pas parvenus là, c'est qu'il y a un véritable problème. C'est qu'il y a quelqu'un, il y a même pas quelqu'un, mais c'est que peut-être il y a des comment on appelle ça, il y a des forces qui les en ont empêchés. Voilà. Et donc aujourd'hui, regardez, c'est lorsqu'on a commencé à parler de transformation du chocolat qu'aujourd'hui on nous fait comprendre que d'ailleurs même le chocolat on n'achète plus, on a un problème. Bizarrement. Voilà, donc à un moment donné, il faudrait aussi avoir cette lucidité-là pour ne pas gonfler les muscles, pour ne pas faire comprendre que en passant à la transformation, on va résoudre le problème. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, là, il y a un véritable problème. C'est qu'il ne faudrait pas annoncer les choses comme ça. Il faudrait aller pas à pas. Il faudrait commencer par, voilà, petit à petit, se faire déjà écouler les stocks et puis voilà. Il y a une autre remarque en lien avec ce que vient de dire 30 secondes de ce que vient de dire Jean-Yves. C'est que là, les prix sont en train de se casser la figure d'une manière dramatique, mais lorsqu'ils sont trop hauts, j'ai connu ça, moi, quand j'étais chef du service économique de RFI, je l'ai vécu et j'ai fait du reportage là-dessus. Lorsqu'ils étaient trop hauts, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, vous savez comment a réagi le marché? Quand je parle du marché, les producteurs de chocolat. Les normes de chocolat, des producteurs de chocolat en Europe ont été modifiées de façon à pouvoir mettre davantage de beurre de karité dans la fabrication du cacao, de façon à acheter moins de cacao pour fabriquer le chocolat. Ils ont modifié les normes. Dans tous les cas de figure, ils ont une réponse. Le marché a une réponse aux problèmes, aux aléas des cours, et c'est toujours les consommateurs qui gagnent, c'est jamais les producteurs. Merci Norbert. Élisée, vous avez été interpellé longuement, je vous laisse répondre. Oui, je vais réagir. Déjà, de mettre deux choses dans l'intervention de l'appareil, dans l'intervention de tous, on a un narratif purement multinational, un narratif réducteur. Tout ça, il faut l'éduquer. Quand il dit, par exemple, que non, le fait qu'on parle de transformer le cacao et tout ça, parce que nous, on ne consomme pas le cacao. Mais vous n'avez pas réinventé une théorie économique. Tout ce que les gens produisent en Europe, aux États-Unis, ils sont les premiers consommateurs en la matière. Allez vous renseigner.
l'Inde et tous les autres pays qui consomment la noix de cajou, ça n'est pas le consommateur de noix de cajou au monde. Allez nous renseigner qui est le premier consommateur de noix de cajou et qui est le premier transformateur de noix de cajou. Vous allez comprendre. C'est une théorie qui ne tenait pas la route. C'est un narratif où on veut servir aux gens pour donner une cause de multinationale. Ça passe pas. Non, on a déjà compris ça. On sait que nous aujourd'hui, là, on soit dépendant et pendant qu'on soit plus dépendant, qu'on puisse aussi compter dans la sphère des décisions sur les personnes de parole, faut qu'on relance notre niveau de transformation, allant jusqu'à 80-90%. Et on le fera. Si on a les classes professionnelles, on va le faire. Le gouvernement, c'est ce peut-être qu'il ne fera pas tout à faire. Mais tout à fait, c'est par là qu'il faut absolument passer. C'est voilà la première chose. Deuxième mouvement, il parle du fait que si on doit réduire le coût, pourquoi on ne le réduit pas automatiquement? Qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que je lui dis. Le conseil du café cacao a pris des stocks. Il a remis de l'argent aux gens. Quand ils doivent redonner leur argent, ça c'est bien la première chose. On est dans une campagne qui a cours. Deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas venir comme ça, lancer le truc comme ça. Il faut que ça réponde à une certaine logique. Ça veut dire qu'on doit explorer les vrais moyens de solution. Et ça, c'est la discipline responsable. On ne peut pas la première occasion, pour construire une solution qui soit la plus facile. On se rassure qu'à ce moment donné-là, on a exploré toutes les pistes de solutions et voilà la première solution qui nous reste comme la seule alternative. C'est ça qu'on décide. Voilà, c'est pas à exclure. Mais vous n'avez pas attendu. C'est le voyage qui, ce sont les 2800 a dit que si on constate que ça ne marche pas, on va réduire, ça n'a pas existé. Voilà, c'est des attitudes de gouvernance. Ça, c'est déjà ce que je l'ai dit. On nous laisse entendre que le cacao, pardon, le PDCI, comment je dis que le PDCI fait de la politique, il parle de questions de l'heure, mais pas confondre les choses, il ne faut pas traverser les termes. Quand je dis le PDCI fait de la politique, le PDCI fait de la politique, c'est un parti politique. Il s'explique une question générale qui concerne l'État, il fait de la politique. Les options, les gens qui vont dire, mais le PDCI, même si aujourd'hui en train de donner toutes ces voies de prise de solutions, que je salue d'ailleurs, qui sont des solutions à explorer, mais pas gouverner le pays pendant 40 ans. Si les gens pensent à un moment donné de montrer ces entreprises, ces industries, c'est pas le problème. On ne peut pas. On a eu même le miracle, on a eu même le miracle ivoirien dans les années 70. Le miracle ivoirien qu'on a eu dans les années 70, parce qu'il y a un question, ce mouvement-là, de tenir toutes ces solutions structurelles. C'est de la politique. Comment ça s'appelle? Jean-Yves, voilà, Jean-Yves, si vous, en tant qu'analyste sur ce plateau, vous me dites, moi je pense qu'on aurait dû faire son devoir, Jean-Yves, il est en train de faire une proposition structurelle. Mais si le PSC fait un communiqué, si le RACD fait un communiqué, si le PSC fait un communiqué, quand c'est de la politique, ça veut dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une solution. Est-ce que le fond, là, le fond, cadre politique, oui. Je le dis, c'est de la politique. Si les gens le droit de s'exprimer sur cette question-là, c'est parce que c'est pas une proposition. Parce que il faut un communiqué. Pour faire une intervention de l'âme, c'est pas de communiquer sur la question. C'est la politique pour s'exprimer qui concerne le pays. Mais dans le cadre politique, donc le défi de la politique, c'est pas réducteur, c'est pas injurieux, c'est pas méprisant. Mais c'est de la politique qu'ils font. C'est ce que je veux dire. Bien, on va retrouver une sorte. On va retrouver une sorte. Oui, Carlyle, j'espère qu'on m'entend parfaitement. Il n'y a pas d'interférence. Là, je suis dans la salle de presse, en fait, la salle de presse du Salon de l'Agriculture, hein, qui est moins brillante. Très belle salle de presse, j'ai l'impression. Hein. Bah, écoutez, vous voyez un fond assez coloré, hein, d'accord, qui va égayer un peu le cœur de nos chers paysans planteurs. Alors, j'ai eu à écouter, en fait, d'accord, nos différents intervenants et M. Bouloubeux qui a eu à intervenir suite aux différentes interventions de Norbert et de Jean-Yves. Alors, déjà, la première chose qu'il faut souligner, en fait, hein, même le cacao, en termes de gestion, c'est une politique. On parle de politique agricole, d'accord? On parle d'orientation politique selon, d'accord, le gouvernement et selon, et bien évidemment, le programme d'un parti politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez délicate et cette situation-là, d'accord, est, je pense, la conséquence d'une mauvaise planification. Parce que le prix fixé à hauteur de 2800 dans le cadre, on va dire avant la campagne, je pense que c'était véritablement dans un cadre aussi politique. Parce qu'aujourd'hui, on se casse les dents, on voit bien que on subit la loi du marché à l'international et nos paysans se trouvent dans une situation délicate. Alors, quand on parle en fait d'un plan, d'une planification pour nos paysans et même pour la politique du cacao, je pense qu'il faut aussi prévoir tous ces éléments-là. On était assez dubitatif, hein, d'accord, sur la fixation à hauteur de 2800. J'ai écouté effectivement aussi le président Jean-Paul Leroux parler de cette synergie ghanéenne et ivoirienne aujourd'hui qui n'est pas si efficace que l'on pensait.
Parce que jusqu'à preuve du contraire, hier, j'ai vu des images de certains planteurs aux encablures du Conseil Café Cacao qui réclamaient bien évidemment, d'accord, leur dédommagement en ce qui concerne leurs différentes récoltes. Alors, allons-y plus loin. Monsieur Boulougo nous parlait effectivement d'un objectif fixé à hauteur de 90% pour la transformation. Pense-t-il que cela est possible dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faut effectivement rêver. Il faut rêver grand, mais il faut savoir que toute la chaîne de production jusqu'à la vente du cacao, c'est un mécanisme assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont même pas véritablement au contact du monde agricole qui interviennent dans ce champ-là. Et ce sont les plus gros gagnants dans cette affaire. Ce sont les plus gros gagnants dans cette affaire. Quand on parle du cacao, on parle de l'onde, on parle d'un marché financier, d'accord, qui a vraiment une marge assez importante dans ce qui concerne le monde du cacao. Donc, il faut véritablement, je pense qu'il faut faire un Grenelle, il faut faire, je sais pas mal de symposiums en toute transparence pour comprendre le monde et le fonctionnement du cacao. Ce serait intéressant parce qu'on dit beaucoup de choses, mais il faut faire attention parce qu'on se perd en conjoncture. Juste une chose, déjà, il y a un défi industriel qui est imposé à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cacao qui doit nous l'imposer, c'est surtout, d'accord, tous les champs les plus stratégiques de Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne effectivement le cacao, il faut véritablement penser, d'accord, à sa transformation, à sa part de production, d'accord, à des secteurs ciblés où la Côte d'Ivoire pourrait même aussi profiter sur le cadre interne, parce que quand on parle du cacao, ce n'est pas exclusivement le chocolat. C'est pour cela que je vous dis véritablement, réfléchissez et pensez, et ne pas venir seulement à se limiter seulement au chocolat, aux tablettes de chocolat et le cacao. Bon, écoutez, je vais me limiter là. Et Qu'est-ce puis, que tu veux faire oui, avec le cacao? Que veux-tu faire d'autre bah, avec le cacao? bah, écoutez, Norbert, c'est une très belle question. Avec le cacao, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire déjà, vous pouvez dans le monde de la cosmétique. Je ne sais pas si vous le savez, le cacao est très utilisé. D'accord? Ce n'est pas seulement une consommation gastronomique. C'est vrai que la consommation gastronomique prend une part importante. Le monde de la cosmétique, d'accord, même dans l'huilerie, d'accord, dans plein de choses. Dans plein de choses. Le cacao, ce n'est pas exclusivement le chocolat. Et vous pouvez aller regarder, demander à L'Oréal s'il n'utilise pas du cacao. Je ne vais pas faire la publicité gratuite, mais demander à beaucoup d'autres marques dans la cosmétique s'ils n'utilisent pas le cacao. Ah, il y a encore plein d'autres choses. Il y a la liqueur, il y a plein d'autres choses. Mais c'est vrai que de façon prépondérante, c'est le chocolat. Mais en dehors du chocolat aussi, il faut penser autre chose. Parce qu'on se limite seulement qu'au chocolat. Je ne dis pas que le chocolat, je parlais de la consommation interne des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens, dans leurs habitudes alimentaires, ne sont pas forcément bons consommateurs de chocolat. C'est ce que je suis en train de dire. Si vous voulez faire du chocolat premium pour Bruxelles, pour Genève et autres, oui, mais vous pouvez faire aussi du chocolat à bon prix et aussi de qualité aussi, d'accord, pour les Ivoiriens, pour la sous-région. Mais tout cela, il faudra que ça se pense. Il ne faut pas qu'on vienne ici, parce que nous sommes au salon de l'agriculture, qu'on fasse, d'accord, des incantations pour essayer de plaire aux gens. Il faut véritablement penser le cacao en Côte d'Ivoire. Quand je chute par là, on nous parlait du miracle ivoirien. Le miracle ivoirien, à un moment, répondait à la demande qu'il fallait. Et puis, à cette époque du miracle ivoirien, il n'avait pas forcément une grosse marge de manœuvre de ces financiers-là. La grosse marge de manœuvre des financiers, en fait, a débuté à partir des années 80. Rappelez-vous, en fait, d'accord, du déplacement de M. Houphouët-Boigny et aux côtés, d'accord, de François Mitterrand, qui suppliait la France d'intervenir auprès de Londres pour essayer de voir le cas, d'accord, des planteurs ivoiriens. Donc, c'est deux époques qui sont complètement différentes. Et je pense qu'à cette époque-là, il y a toujours eu un problème dans la filière, mais nos planteurs ivoiriens vivaient mieux, pouvaient scolariser leurs enfants, pouvaient soigner. Et rappelez-vous que les planteurs à cette époque étaient quand même respectés parce qu'ils avaient quand même une grosse marge, un gros apport financier aujourd'hui à l'économie de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, n'essayez pas de prendre un exemple qui existait dans les années 70 et aujourd'hui le comparer à 2026. Ce n'est pas les mêmes paradigmes. Et je pense que le cacao ivoirien et même le café ivoirien doit être véritablement repensé parce que nous sommes restés dans des mécanismes qui sont anciens et qui nous pètent en pleine face. Voici ce que je voulais dire. Une dernière question pour un tour de table, monsieur. Est-ce que le mécanisme de fixation des prix par l'État est toujours pertinent, Jean-Yves? Oui, en fait, voilà, en tout cas, la question est très bienvenue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, ce mécanisme-là, on l'a essayé et visiblement, il n'a pas répondu aux problèmes auxquels il devait répondre. Parce que chaque fois qu'on a fait recours, on a fait recours à ce mécanisme-là, visiblement, il n'a pas fonctionné. Et vous savez, comme Nobel a si bien dit, il est revenu sur l'histoire de la Côte d'Ivoire des années 90, l'arrivée du président Ouattara en Côte d'Ivoire, du premier ministre Ouattara, aujourd'hui président, je vais dire, dans des conditions que l'on sait. Et donc, moi, quand je regarde tout ça, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, le président Ouattara,
il est capable de mettre en place cette politique d'industrialisation pour industrialiser le pays, de sorte qu'on puisse se détourner de ces multinationales? Est-ce que c'est possible? Est-ce que son accession au pouvoir n'a pas eu d'accord pour, voilà, pour qu'il puisse peut-être donner la liberté à certains acteurs? Et aujourd'hui, il veut parler d'industrialisation. C'est la question que moi, je me pose. Et donc, aujourd'hui, dit que la Côte d'Ivoire, on va industrialiser la Côte d'Ivoire et que ça va résoudre le problème, je pense que ce serait peut-être, je dirais, activer, ou pour ne pas dire, faire de sorte à ce que ces multinationales, parce que si aujourd'hui on industrialise je veux dire, notre agriculture, on passe aujourd'hui à la transformation. Qui vont devenir ces multinationales-là qui font de l'exportation du cacao, bah, qui visiblement ont la Côte d'Ivoire comme premier, voilà, partenaire? Qu'est-ce que ces entreprises-là deviendront? Est-ce que ce ne sont pas ces gens-là qui, derrière, essaient d'activer des leviers pour ne pas que cela arrive? Donc, quelque part, si avant, il y a eu des accords qui ont été signés, ben, respectez ces accords et voilà, ne mettez pas, en fait, je vais dire, en difficulté des agriculteurs qui n'ont rien demandé. Voilà, eux ne demandent qu'à vivre, ils ne demandent qu'à profiter de leur, voilà, à manger à la sueur de leur front. Aujourd'hui, ne mettez pas ces agriculteurs-là dans un problème qui, visiblement, ne les regarde pas. On va faire des réponses courtes maintenant pour terminer, Norbert, sur ce mécanisme de fixation des prix par l'État, est-ce qu'il est révolu? Il existait du temps d'Houphouët-Boigny, il y avait la Questab. Et puis, lorsqu'il y a eu la crise que j'ai évoquée tout à l'heure, le FMI et la Banque mondiale ont exigé le démantèlement de cette filière qui a fini par être démantelée, paradoxalement, il faut bien le reconnaître, du temps où le président Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire. Donc on a démantelé ce système qui de toute façon ne marchait pas, puisque à la fin des années 80, lorsque les cours mondiaux se sont effondrés, n'a pas pu résoudre la crise. Il faut voir que tout ça, ça a des conséquences politiques, et ça nous intéresse beaucoup à la bande à Carlyle. Parce que je reste persuadé que la séquence des années 90 en Côte d'Ivoire, qui a commencé par le multipartisme en 90 et qui s'est terminé par un coup d'État militaire en décembre 1999, jour de Noël, cette séquence-là est aussi qui est une séquence politique et historique, et la conséquence de tout ce qui s'était passé avec la crise du cacao à la fin des années 80. Oui, bien sûr, Élysée nous rappelle à juste raison le miracle ivoirien, les années 70. Moi, je me souviens, j'ai croisé une seule fois dans ma vie le président Houphouët-Boigny en 1986. On n'y était pas encore. Il était fier, et à juste raison, du miracle ivoirien. C'était fantastique. Abidjan, c'était le New York de l'Afrique. Il était fier de nous montrer cette ville. Et puis, ça s'est cassé la figure parce que le marché s'est retourné. Et là, le marché s'est retourné. Alors, il n'y a plus qu'à espérer, croiser les doigts, en espérant que cette déprime du marché sera passagère. Mais si jamais elle dure, il n'y a pas de solution. OK ? Et l'endettement, il va augmenter, lui. Et la Côte d'Ivoire est déjà très endetté. Alors après, quand un parti réagit, le PDCI réagit et fait son travail, on dit bah oui, il fait de la politique, on essaye d'accuser les uns et les autres. Non, désolé, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai parlé de malédiction, parce que c'est l'équivalent du mal hollandais. Hein. Ça, on connaît ça. Les économistes, nous savons ce que c'est. Et là, je vous le dis, et ça n'est pas de gaieté de cœur que je le dis, on est vraiment dans une situation dramatique. Merci. Ce qui est paradoxal, c'est que le RHDP, qui est une politique libérale, soit en train de, voilà, être dans cette politique de vouloir contrôler les prix. Contrôler les prix. Moi, c'est quand même bizarre pour moi. Port de Versailles, est-ce qu'on a le président, on a Élysée toujours avec nous, du côté du son des marmites, ou on les a perdus? Bon, sinon, je prends une 100 pour terminer. Non, je suis là, je suis un peu calmé. Voilà. Bon, la question du mécanisme de taxation de prix, on a essayé la question, le mécanisme de libéralisation, de libération de prix, on sait ce que ça connaît. Le plus important, c'est la question, à mon sens, de la gestion même de l'argent du cacao. Dans ce pays-là, au niveau du Conseil Café Cacao, on sait ce qui s'est passé au niveau de l'argent, à rapporter de l'argent, à rapporter le cacao
et ce que c'est devenu. Bon, je dirais pas plus loin, mais on sait qu'il y a des mémoires qui sont passées par là, et aujourd'hui, si cette caisse a dépasse suffisamment, je pourrais dire alimenter, tu dois récupérer ou racheter le reste de la compte sur le marché, c'est cela. L'argent que ça rapporte là, on met la main dedans et on gère ça mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis sur la stabilisation, hein. C'est super important. Au-delà de la stabilisation, il y a ce qu'on appelle la loi du marché. Et plus il y a des produits, moins le prix est haut. Donc, ce que Élysée dit, je partage après son avis, on peut transformer. C'est vrai, c'est pas du jour au lendemain qu'on va arriver à transformer 80-90% de notre production. Mais il faudrait que la Côte d'Ivoire se mette dans cette dynamique, de s'être approché et à imaginer que à partir de chaque production, on va mettre un peu d'argent de côté ou bien créer un fonds quelque part pour amener les investisseurs ou bien créer des champions nationaux si ce secteur, pour leur donner peut-être un certain monopole pour le voyage du cacao. C'est possible. Ce n'est pas parce que le cacao est produit seulement en Belgique, en Suisse et en Allemagne, d'autres pays européens ou à Chicago, aux États-Unis, mais ceux-là, ils peuvent produire leur chocolat de leur goût, de leur à partir du cacao broyé et qu'on leur c'est ça véritablement. Et si nous empruntons le chemin de l'industrialisation de la transformation, naturellement, nous ne serons pas à l'abri de toutes ces spéculations, de tous les chantages, de toutes les multinationales. Donc pour moi, véritablement, c'est l'un des chemins, la question, c'est le seul chemin, la question de l'industrialisation. Je ne propose pas l'industrialisation comme si, bon, demain ça va se faire, c'est ok, c'est terminé. Mais il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire, les politiques citoyens, les dirigeants se mettent dans cette politique-là. Je peux peut-être d'ici 15, 20, 30 ans, la Côte d'Ivoire soit capable de broyer une bonne partie, sinon la majorité du cacao qui est produit. Pour moi, c'est suffisant. Et comme le disait tout à l'heure, le cacao, ce n'est pas seulement dormir, ce n'est pas seulement le chocolat. Hein. Bon, dans ton univers, il est parisien, je pense que c'est uniquement le chocolat. Oh là là. Le cacao, ça rentre aussi dans les produits, aussi comme la licence, hein. C'est super important, ça rentre aussi dans le riz. Le cacao même aussi sert peut-être dans la gastronomie un peu chinoise. Les déchets de cacao sont utilisés dans il y a un circuit, ils sont utilisés, les petits sont utilisés pour recycler, pour fabriquer comment on appelle ça là, le charbon de bois, faire du charbon, pas de bois, mais du charbon de coco de cacao. Il y a plein de choses qui sont réalisées à partir du cacao. C'est possible. Le pays africain, le Ghana a les compétences, ils ont l'expertise pour réaliser cela. Il suffit tout simplement qu'il y ait une volonté politique qui s'y engage. Moi, je pense que dans les prochaines années, c'est ça aussi un pays, pour un pays de se construire face aussi une crise d'une spéculation. Ça se construit dans la durée. C'est moi, quand il relève la question du village ivoirien dans les années 70, il est en train de dire, il fut un temps où le cacao a rapporté beaucoup d'argent. Pourquoi être dirigé à cette époque, faut pas rejeter que, dans l'avenir, on garantit toujours, marchand d'illusions. cette part financière, cet argent au planteur, il serait intéressant qu'on commence une industrialisation. Ils ne l'ont pas fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas fait en 1900, dans les années 70, nous ne sommes pas capables de le réaliser. Pour éviter que ce qui nous est arrivé après, ce que nous avons vécu en 1988 par là, nous ne disions pas son boulot. En fait, pour moi, la question n'est pas liée au mécanisme de fixation du prix du cacao, mais à la gestion de l'argent du cacao. Voilà, c'est plutôt cela. Notre pays a encore beaucoup de problèmes sur les questions de corruption, de mauvaise gestion de gabegie. Ça, c'est les choses à résoudre.
mais véritablement l'une des solutions, l'harmonisation des pays entre les deux pays producteurs pourrait comprendre cette force-là et ça nous permet d'avoir une voix au niveau des décideurs et puis la question de la transformation qui est essentielle pour que dans les décennies à venir, les pays producteurs ne soient pas soit à l'abri des spéculations des Occidentaux. Voilà, je Merci, vais Président. Moi, passer. je vais demander des réponses courtes parce que je voulais vous rejoindre au soin des marmites, il est midi. Donc, s'il vous plaît, faites des réponses courtes. Moi, je vais aller très vite. Hein. Je vais aller très vite. Déjà, moi, je me qu'il y en a deux mécanismes. Le mécanisme de la libéralisation, donc, qui permet de toucher les gens, chacun à sa vie, à sa provenance. Et puis, il y a le mécanisme de la stabilisation, qui permet de pouvoir gérer les prix et puis l'état de réguler. Quand en période de grâce aux gens, de pouvoir améliorer les prix, qu'on appelle le prix de service de la mobilité. Et ces deux mécanismes, ils ont leurs inconvénients et ils ont leurs avantages. Mais les deux mécanismes, je pense que le mécanisme de la stabilisation, pour moi, a beaucoup plus d'avantages. Pour la santé, une des raisons que je fais sur les observations de la politique de la gestion du capital de Tao, de l'année 2000 à aujourd'hui. Donc, après l'année 2000 jusqu'à 2010, disons jusqu'à 2009, 2010, on était dans la libéralisation du secteur du cacao. Il y a eu un scandale dans le cacao, de ces milliards de kilos dans le cacao. Mais les producteurs qui étaient les premiers, et qui sont les premiers concernés par le cacao, on a mis en place des fonds de régulation. On a mis en place des services de gestion du cacao. Et la chose de plus qui avait pour responsabilité de permettre de favoriser la libéralisation. C'est ces choses-là qui laissent le pension en Russie. Les producteurs sont absolument libres. Ça corrige maintenant la phase de la stabilisation. Si ce n'est pas aujourd'hui, on est en train d'enregistrer la question de 2500 de stocks qui sont encore là qu'il faut évacuer. Et dans le bilan de 2012, jusqu'à la gestion de la stabilisation. Il n'y a personne de plus. Parce qu'on a maintenant pour la chercher cet aspect. C'est quelque chose. Même si on ne dit pas besoin de milliardaires, mais quand on disait qu'on pouvait voir 100 000, dans 1500, je crois que la capacité de nous continuer dans les États, plus peut-être faire 1500. Et le président de la c'est ça que c'est tout avec. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est difficile. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on dise que tout ce système qu'on a mis en place là est mauvais, il faut le citer. Ça nécessite qu'on l'observe de façon rigoureuse, on y distingue les failles et qu'on apporte les correctifs. Mais comme je le dis, au-delà même des systèmes de vente, que ce soit la libération ou bien la stabilisation. Aujourd'hui, il faut réfléchir un peu plus. Et pour moi, notre salut de l'écosystème passe à une industrialisation, par la transformation de nos matières premières. À ce point-ci, c'est le territoire de Paris. C'est possible. Quelqu'un qui me dira que nous, on ne consomme pas du chocolat et mais les habitudes alimentaires, comme des habitudes là, elles se privent. Nous ne laissons pas les personnes spontanées. Si on est producteur de cacao, nous-mêmes on vend tout ça, alors que les consommateurs du cacao, les vend avec les personnes. C'est vrai qu'ils consomment du chocolat. La plupart des gens font le chocolat en Suisse, après ils viennent de l'Abidjan. Ils viennent de l'Abidjan, si les gens ne consomment pas à Abidjan, pourquoi ils prennent le chocolat à Abidjan? Le chocolat suisse vient à Abidjan, pourquoi? Parce que les gens consomment. Non, ça peut pas absorber tout ce qu'on produit quand même. On consomme combien? Pourquoi ils ne pas en Suisse, on peut les prendre à Abidjan? Pourquoi ils vont à Abidjan? Parce qu'il y a un marché par là, non? C'est pourquoi le vent. Si ils allaient arrêter de venir vendre ça, peut-être ils allaient prendre dans d'autres pays. Et comme je l'ai dit, tu peux produire, tu peux faire ce qui est consommateur de ce que tu produis. On l'a là avec la loi de poche. On est les grands les Indiens sont les grands et les réclamiers, sont les grands consommateurs. Les grands consommateurs, c'est les États-Unis. C'est des grands producteurs. On vous entend plus vraiment du côté du soin des marmites. Je pense que les marmites ont commencé à prendre de la hauteur sur le sol. Ah, on n'entend plus. Ah, ok, d'accord. On va partir du côté de la salle de presse pour terminer avec une histoire. Il nous reste 3 minutes. Merci beaucoup, Élisée. Merci au président. Je vous rejoins tout à l'heure, rassurez-vous. Insa, on termine avec vous. Ok, sujet assez intéressant et j'ai pris plaisir en tout cas à écouter beaucoup de choses. J'ai 3 minutes. Bon, alors on va essayer de réfléchir. On parle d'industrialisation. Moi, je veux savoir déjà, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays industrialisé? Non. Donc, pour parler d'industrialisation, il faut faire des études techniques. La Côte d'Ivoire n'a pas les capacités énergétiques pour être un pays industrialisé. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Quand on parle d'industrialisation, il faut avoir une certaine autonomie énergétique assez imposante et puissante. Je ne suis pas un ingénieur ni un expert. J'ai un niveau limite TikTok, mais je me renseigne quand même. Je regarde quelques tutos. Deuxième des choses encore qui est très importante,
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un comparatif entre la libéralisation et d'accord, la stabilisation pour certains pays? Je tiens à vous dire quelque chose. Il y a les pays frontaliers, par exemple, à la Guinée. Je crois que la Guinée et le Libéria, on n'a pas une politique de stabilisation en ce qui concerne en fait leur cacao, mais ils sont plutôt d'accord, ils sont plutôt en fait dans une politique de libéralisation. Quand les cours sont stabilisés, ne conviennent pas à ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fuir les matières premières vers ces pays, d'accord, pour rentabiliser sur l'aspect économique. Je pense que quand M. Boulouboué nous dit, par exemple, qu'au niveau de la libéralisation, quand les planteurs étaient les premiers acteurs de cette filière, il y a eu des scandales économiques. Est-ce qu'il n'y a pas eu de scandales économiques à la caisse stable? Il y a eu des scandales économiques. Est-ce qu'il n'y a pas eu des scandales économiques au sein du Conseil du café cacao en Côte d'Ivoire? Il y a eu des scandales économiques. Est-ce que vous voulez que je rappelle des noms? Bon, Feu Lambert Kassipono, Mme Ramatali, allez-y vérifier. Vous nous revenez, vous nous donnez des informations. Donc, je pense que, je dis, c'est toute une chaîne, c'est toute une chaîne, c'est tout un... jamais été dans le café cacao, hein. Madame Ramat Pardon? n'a jamais été dans le café cacao. Madame Alors, Ramat monsieur, n'a jamais été dans le café cacao. monsieur Boulouboué, Madame Toulouse a été directrice générale de ce café cacao. Madame Ramat n'a jamais été dans le café cacao. monsieur Boulouboué, De notre citoyen. Monsieur Boulouboué, je pense que si je me suis trompé, les gens vérifieront, ils mettront comme commentaire, monsieur Nsan Blanc, vous êtes trompé. Mais je pense qu'il y a 90% de chances que je sois sûr que Madame Ramatali a travaillé avec monsieur Lambert Kassipono au sein du Conseil Café Cacao. Je dis, j'ai 90% d'être sûr. Maintenant, je vous laisse les 10%. Ils vérifieront après l'émission. Permettez que je puisse chuter sur mes 2 minutes. Alors, j'étais en train de dire quelque chose, c'est quand même très important. C'est quand même très, très important, d'accord, qu'on regarde toute cette chaîne-là. Je propose un Grenelle, parce qu'on nous dit souvent qu'on est très critique et on ne donne pas de propositions. Je propose un Grenelle, d'accord, sur ce secteur-là du café cacao, c'est-à-dire en allant à la base, c'est-à-dire du paysan, d'accord, et tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur pour qu'on puisse véritablement réfléchir et au résultat, ou du moins aux sorties de ce Grenelle-là, qu'on puisse véritablement explorer d'autres pistes. Parce que quand un gouvernement vient, il donne sa solution et la solution n'est pas forcément probante. Elle n'est pas forcément probante. On stagne. Vous nous dites aujourd'hui qu'on regarde au sein de... Ouais, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao.